Salut tout le monde, c'est Sam the Monetman et plus jamais je rate un show. Parce que si je rate un show, le show d'après, je suis tellement stressé de le rater que du coup j'ai une semaine d'avance. Paf, blabit de front. Voilà, donc du coup, bienvenue, c'est Sam the Monetman. Je refais ma vidéo de prédiction. Pour Night of Champions, je suis encore perdu. Pour Hell in a Cell, qui aura donc vraiment lieu ce week-end, le 26 octobre, à Dallas, Texas, à l'Hostel d'Arena, aux États-Unis. Voilà. Et donc, du coup, je me sentais un petit peu obligé de refaire ça parce que j'ai vrai que merdé quand même 2 fois de suite dans ces vidéos. Ça craint, donc là je vais tâcher de faire une bonne petite vidéo de prédiction, dire ce que je pense des matchs qui ont déjà été bookés. Je vais essayer vu que je vais supprimer la vidéo qui est actuellement en ligne sur YouTube, je vais devoir reparler un petit peu de mes des matchs dont j'avais déjà parlé. Je suis un peu désolé, j'ai essayé de faire ça assez rapidement. Puis il y a 2 autres matchs qui ont été rajoutés. Donc je vais commencer tout de suite. On va attaquer donc avec donc Big Show contre Rusev. Je la refais assez rapidement. Pour ceux qui sont pas au courant, donc on en est arrivé là. Donc avec Rusev qui donc depuis un sacré paquet de temps enchaîne les rivalités avec un gros push. Il affronte des adversaires patriotiques pro USA car lui est russe, tout ça. Et donc l'idée c'est de lui faire affronter de plus en plus de monde. Et après à chaque fois on va vers des adversaires de plus en plus gros. Après Mark Henry il restait plus que le Big Show. Et donc c'est tombé un petit peu sous le sens le lendemain de Night of Champions. Et du coup c'est une des seules rivalités qui est vendue en fait en ce qui concerne Hell in a Cell. Les matchs d'Hell in a Cell, c'est la seule rivalité qui est vraiment vendue toutes les semaines, voire jusqu'à SmackDown, et plutôt pas mal fait. Avec le Big Show qui arrache le drapeau russe qui tombe à chaque fois que Rusev parle ou gagne un match. Il y a des attaques par derrière, il y a même le drapeau qui lundi, donc hier soir, n'est pas tombé. Le drapeau russe qui n'est pas tombé. Et c'est le drapeau des États-Unis qui est tombé. Rusev a essayé de l'enlever. Il y a un militaire qui est arrivé de nulle part. D'ailleurs, c'était un segment assez particulier. On se demandait si tout le monde était au courant ou si c'était pas. Si c'était vraiment pour de vrai. Qu'il y avait vraiment un militaire qui avait débarqué de la foule pour casser la tronche à Rusev. Parce que la sécurité a débarqué à une vitesse assez incroyable. Donc c'était bizarre. Bref. Il y a même le Rock qui a débarqué. C'était il y a 2-3 semaines pour casser la gueule à Rousseff, en fait, tout simplement. Alors, en soi, c'est une bonne idée. Pour le peps du show, c'était cool de faire revenir le Rock, de faire une grosse surprise comme ça. Ça rend la rivalité prestigieuse, parce que si le Rock en arrive à s'en mêler, c'est que ça lui tient à cœur. Bon, après voilà, dès qu'on touche au patriotisme des Américains, ça prend tout de suite des proportions incommensurables. Mais bon, en soi, c'était pas une si bonne idée que ça. Le Rock avait vraiment pas sa place dans la rivalité, ça avait rien à faire là. Donc voilà. J'avais aussi parlé éventuellement, vu que Mark Henry est l'ancien adversaire de Rusev et qu'il y a toujours un semblant de rivalité, j'avais pensé que Mark Henry débarquerait dans le show, dans Hell in a Cell, pour interférer pendant le match. Alors que bien sûr, le Big Show lui avait demandé de ne pas interférer pendant le match. Du coup, il lui avait demandé ça d'ailleurs samedi, donc vendredi soir, donc à SmackDown. Il lui a demandé de ne pas interférer. Ce à quoi Mark Henry a acquiescé. Il a dit d'accord, donc voilà. Et du coup, ne l'ayant pas vu arriver à Raw lundi, j'ai de sérieux doutes en fait sur le fait qu'il débarque et qu'il vienne mettre son grain de sel dans l'histoire. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon, après on sait jamais. Moi j'attends, comme d'habitude, j'attends d'être surpris. Voilà, comme je dis, je fais une vidéo de prédiction. Si ça se révèle en soi, je suis content parce que ça veut dire que je fais bien mon travail. Mais après, d'un autre côté, c'est assez décevant de se rendre compte que c'est facile à deviner. Donc voilà. Et donc et avec le temps, donc je me rends compte aussi d'ailleurs en parlant de tout ça, que Rousseff, c'est difficile de le trouver un adversaire.
Je répète un peu ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que Rousseff, en fait, il faut lui trouver un adversaire qui soit patriotique et à la fois balèze et en même temps pas trop balèze pour pas que ça ait un certain déséquilibre où, je veux dire, la rivalité aurait plus de sens. Donc voilà, je pense pas qu'on aurait tout de suite une rivalité entre Rousseff et John Cena ou Randy Orton, enfin des gros calibres comme ça, quoi. Voilà, ça restera de la mid-card. Donc Maximum et Lara, voilà, Dolph Ziggler, le Big Show, c'est une bonne idée. Mais voilà, ça va s'arrêter dans ce coin-là. Donc c'est pour ça que du coup, je pense que Big Show va gagner. Parce que je pense qu'il est temps que la série d'invincibilité de Rousseff s'arrête. Ça fait quand même 7-8 mois que ça dure. Et puis donc voilà, 7-8 mois, 6 mois, on va se calmer. Et puis voilà. Par contre, il y a des questions qui peuvent se poser et qui pourraient aller contre ce que je viens de dire. C'est quel futur on pourrait donner à Rousseff? Parce que c'est vrai que la seule chose qu'il défend aujourd'hui, à part la Russie, bien sûr, avec les de Lana, c'est sa série d'invincibilité. Il n'a encore jamais été battu, ni en pay-per-view, ni à Raw, ni au House Show, enfin, voilà, tout ça. Il est encore invaincu. Et une fois que ce sera fait, je veux dire, c'est une de ses caractéristiques principales qui va être annulée. Donc du coup, c'est à la fois intéressant et à la fois, comment on pourrait dire, c'est, je sais pas trop. Donc voilà, on verra bien. Donc du coup, pour résumer, je donne victorieux le Big Show face à Rousseff. Ensuite, on aura le Sheamus contre le Miz. Alors, j'ai déjà parlé plusieurs fois de Sheamus en disant que son catch devenait très très redondant, voire ennuyeux, et que les gens n'avaient vraiment plus rien à foutre. De plus, il a le titre des États-Unis, ça beaucoup de gens l'ont oublié, parce que voilà, il est en activité de façon très irrégulière. Et du coup, le titre perd énormément de son prestige, sachant qu'on a déjà perdu le titre poids lourd. Le titre intercontinental, c'est pas trop ça non plus, même si Dolph Ziggler est là toutes les semaines pour se défendre, je veux dire, pas pour catcher. Donc c'est assez bizarre. Donc Sheamus qui défendra son titre face au Miz, le Miz qui a gagné donc lundi il y a 10 jours du coup, donc la semaine dernière, enfin voilà. C'est qui lui a permis donc du coup de gagner son match pour le titre. Voilà, il avait déjà gagné face à Sheamus, et quand c'est comme ça, quand on affronte le champion et qu'on gagne, on passe directement au numéro 1 des challengers. Et donc au niveau construction de rivalité, ça s'arrête là, c'est tout. On a eu une petite bout de provocation de la part de Damian Sandow qui s'était déguisé en Sheamus à Main Event, mais c'est tout. Donc c'est un petit peu bâclé. Alors il y a plusieurs choses qui se... Voilà, on en a des deux côtés. En ce qui concerne le résultat, bien sûr. Sheamus, mettons, qu'est-ce qui pourrait jouer en sa faveur? Déjà, il a besoin de redorer son image, il a besoin d'être repoussé en avant, donc je sais pas, faut qu'il ait un renouveau ou quelque chose. Faudrait. Qu'est-ce qui pourrait. Il y a pas eu beaucoup de construction, je veux dire, au niveau du build-up de la rivalité. Et c'est. C'est vrai qu'en soi, c'est un petit peu débile de faire perdre le titre sur une rivalité construite sur seulement 10 ou 15 jours. Donc c'est pas grand chose. Donc voilà. Après, ce qui pourrait aller en faveur du Miz, c'est que lui, il est en train de remonter doucement la pente avec Damien Mizdow. Ça permettrait aussi de rebooster le titre des États-Unis, parce que quand le Miz est champion, il nous le rabâche tout le temps. C'est là qu'il est très bon quand il est heel. Et je pense que le fait aussi, après on peut voir ça sous un autre angle, en ce qui concerne Sheamus, s'il perd le titre, ça lui permettra de se reconcentrer sur autre chose, peut-être de repartir sur, je sais pas, d'autres plans avec d'autres catcheurs. Moi, ça fait des mois que je me tanne que j'attends le heel turn de Sheamus, parce que je l'ai toujours trouvé meilleur en heel qu'en face, en tout cas. Surtout par rapport à ce qu'on voit ces derniers mois. Et donc partant de tout ça, je vais donner donc victoire aux Miz et changement de titre. Parce que sinon, en plus, le match risque d'être ennuyeux, quoi. Au final, si le match risque déjà d'être pas très très intéressant, si en plus il n'y a pas de changement de titre à la fin, voilà, ça va pas donner grand chose de reluisant et on va très vite oublier, et ça va pour l'un comme pour l'autre, ce sera pas bon pour la popularité, quoi. Au final. Donc voilà. Victoire, donc je donne donc une victoire du Miz face à Sheamus. Ensuite,
Il y a un téléphone qui sonne. Je m'en fous, je suis pas chez moi, je suis chez ma copine. Nikki Bella contre Brie Bella. Alors, la rivalité qui a commencé déjà un petit bout de temps, c'est Nikki qui est heel et Brie qui est face. Il y a eu de la provocation à droite à gauche, et même Jerry Springer, méga bitfront, qui est arrivé pour essayer de calmer les deux sœurs. Enfin bref, c'est un petit peu... en soi, les rivalités entre frères et sœurs, enfin tout ça, entre familles, c'est toujours intéressant et ça peut toujours donner des choses bien construites et bien foutues. Et bah c'est pas le cas de Nikki Bella et de Brie Bella. C'est vrai, c'est fait assez connement, en sachant que Nikki Bella a un très mauvais acting, elle est très mauvaise au micro. Brie Bella, elle est déjà bien meilleure. Euh, donc ça suit pas, voilà, tout simplement. Euh, on a eu cette construction de la rivalité depuis plusieurs semaines déjà, et depuis la semaine dernière, on n'a plus rien. C'est-à-dire que les deux catcheuses sont là, mais elles font des matchs, mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose, quoi. Je veux dire, par exemple, là, lundi, Brie Bella avait un match contre Alicia Fox, match qu'elle a gagné, et on voyait juste Nikki Bella qui le regardait sur l'écran depuis le backstage, donc c'est tout. Donc voilà, les deux femmes vont enfin s'affronter. Et ils ont ajouté pas une stipulation, mais un enjeu qui rend la prédiction de la vainqueuse, encore plus facile. Sachant que donc la perdante de ce match-là va devenir l'assistante personnelle de la gagnante du match. Donc ça rend la chose complètement facile. C'est Nikki Bella qui va gagner ce match-là. Euh, parce que voilà, devenir l'assistant personnel, c'est une certaine forme d'humiliation. Et je vois pas en quoi ça pourrait servir à Brie Bella d'avoir une assistante personnelle, sachant qu'elle, d'un certain point de vue, elle veut juste recoller les morceaux avec sa sœur. Donc voilà, vu qu'elle est face. Donc si Brie Bella perd, donc elle deviendra l'assistante personnelle, et ça permettra aussi de grimper sa popularité, parce que les gens la prendront en empathie, c'est-à-dire qu'ils vont avoir entre guillemets pitié d'elle, vu que c'est un job un petit peu ingrat. Donc voilà. Donc en même temps, donc ça nous apporte donc cette rivalité, cette stipulation rend la prédiction euh, assez facile, même très facile, et ça nous dit aussi en plus que par conséquent cette rivalité va continuer encore un petit peu. Bon, en même temps, ce serait dommage vu qu'ils l'ont construite pendant un mois et demi, que ça se termine là comme ça brutalement, que ça dure un mois, puis après fini. Je veux dire que ça va continuer après les un mois d'assistance. Je veux dire, il va encore y avoir quelque chose, je sais pas comment ça va se terminer, bref, on verra bien. Mais je prédis donc très facilement une victoire donc de Nikki Bella. Ensuite, alors, je vais parler maintenant des deux matchs qui ont été rajoutés. AJ Lee pour le titre des Divas, donc la championne, AJ Lee qui affrontera Paige encore et encore. J'ai pas compté, ça doit être la 5e fois qu'elle s'affronte en pay-per-view, je sais pas, un truc comme ça, mais c'est plus possible quoi. Donc j'ai à moitié, comment on pourrait dire, j'ai à moitié envie que le titre reste dans les mains d'AJ Lee, comme ça Paige passe à autre chose. Et il serait temps qu'on arrête un petit peu cette mascarade parce qu'elle joue au tennis avec le titre, elle se le passe l'une l'autre. Et ça n'a plus aucun sens, quoi, le titre des divas. Je veux dire, c'est les meilleures divas de la division et elle joue au ping-pong avec le titre. Je veux dire, le titre a plus de sens et la division en soi, du coup, n'en a plus non plus. Parce que c'est pas les nanas de Total Divas qui vont défendre la section diva de la WWE. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc c'est plus une envie qu'un pari, mais j'ai envie que Page garde les titres. Alors après, est-ce que c'est ce qui va se produire Et bah, vu comme la WWE nous a vendu les derniers matchs d'AJ et cette rivalité avec Page, tout ça, on aurait tendance à penser que Page va encore gagner le titre, hein, donc et ça me surprendrait pas au final la WWE qu'elle leur fasse regagner le titre et que ça continue encore et encore. Ça me gaverait un petit peu. Euh, et bah pour une fois, je vais suivre les méthodes de la WWE, même si j'ai envie que AJ garde le titre, je pense que Page va le reconquérir. Et Page qui donc d'ailleurs, tant qu'on y est, devenu ami avec Alicia Fox. Et il y a eu un espèce de petit bout d'affrontement très léger entre Alicia Fox et Paige lundi à Raw quand Alicia Fox affrontait Brie Bella.
Est-ce que ça peut déboucher sur un bout de rivalité et remettre Alicia Fox dans la course au titre? J'en sais rien. Je veux pas faire des plans sur la comète, mais à voir. Ce serait presque une bonne idée de rajouter quelqu'un d'autre parce que là, AJ Lee et Paige, au bout d'un moment, c'est bon, elles sont super. Au micro, elles se débrouillent bien. Sur le ring, c'est intéressant aussi. Mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est comme si je vous servais des putains de lasagne tous les jours de la semaine, matin, midi et soir, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, tu dégueules, quoi. Voilà. Voilà. Comparer un match de diva avec des vomissements, c'est magnifique. Donc du coup, je vais suivre ce que pense la WWE, ce que je pense qu'elle va faire, et je donne nouveau titre, donc victoire à Page. Après, encore un autre match de titre, Goldust et Stardust qui vont donc affronter les Usos. Ça c'est pareil, ça a été mis en place à Raw hier soir. Il n'y a pas eu de construction. Les deux équipes ont continué à s'affronter, je veux dire, comme un match normal. On sentait pas qu'il y avait une tension entre les deux, qu'il y avait un build-up qui était fait avant, qu'il y avait eu un background, qu'il y avait eu quelque chose, un bout de rivalité, des matchs par-ci par-là. On sentait que c'était deux équipes qui s'affrontaient pour la première fois. Donc c'était très mal foutu. Et le fait de l'annoncer en plus lundi, ça rend la prédiction aussi facile. Ça m'étonnerait que les Usos gagnent à nouveau les titres en ce moment. Déjà, parce qu'ils en ont pas besoin. Ils ont quelques bouts de match par-ci par-là, mais je veux dire, ils font pas de promo vocale, ils disent pas qu'ils vont le gagner. Voilà. De toute façon, c'est des mecs qui parlent pas au micro. Ils sont super. Je les adore sur le ring. Moi, c'est une équipe qui me plaît beaucoup, mais ils parlent pas. Ils parlent jamais. Ils ont pas fait de promo. Ils ont pas estimé leur envie de reconquérir les titres. Et partant de ce point de vue-là, je les vois pas gagner les titres face à Goldust et Stardust. Au passage, Goldust et Stardust ont les titres depuis pas très longtemps. C'est une équipe qui est heel, qui a besoin de se forger en tant que heel, parce qu'elle a commencé en tant que face. Elle a enchaîné avec cette rivalité avec les Usos, ce qui l'a fait changer et qui l'a fait passer en heel, ce que je trouvais d'ailleurs une très mauvaise idée. Euh, Maintenant qu'ils sont champions, il faut que ça continue, faut qu'ils en rajoutent, faut que ça se construise, faut que ça se solidifie tout ça. Et c'est trop tôt pour leur faire perdre les titres. Donc du coup, je pense que Godlust et Stardust vont garder les titres. On en arrive donc aux deux matchs Hell in a Cell. Alors là, je me dois d'en reparler, notamment de John Cena contre Randy Orton, car une stipulation a été ajoutée à ce match lundi. Donc, le gagnant de ce match-là sera le challenger numéro 1 pour le titre WWE poids lourd, détendu par Brock Lesnar, qui, au passage, ne sera pas dans le show. Ça m'étonnerait qu'il vienne, sauf peut-être Paul Heyman débarquera pour faire son bout de promo, féliciter le vainqueur ou quoi. J'en sais rien, voire même Brock Lesnar qui débarque pour casser la gueule au vainqueur, un truc comme ça. Et du coup, je sais plus du tout ce que j'avais dit en ce qui concerne la victoire ou la défaite de telle ou telle personne. Et du coup, je pense plus à une victoire de Randy Orton. Parce que je vais en parler par conséquent de Dean Ambrose face à Seth Rollins, qui est en plus d'ailleurs un truc qui est assez impressionnant, le main event. C'est-à-dire que John Cena et Randy Orton sont là depuis bientôt 10 ans. Dean Ambrose et Seth Rollins depuis seulement 2, et c'est eux qui sont le main event. Donc voilà, c'est cool, c'est un retour sur investissement, et donc c'est pas plus mal. Avant donc d'aller plus loin, faut que je réexplique un petit peu. À Raw lundi là, il y a eu un match entre Seth Rollins, Kane et Randy Orton qui affrontaient donc John Cena et Dean Ambrose en match à handicap à 2 contre 3. À la fin du match, Randy Orton a posé un RKO sur Dean Ambrose, je crois que c'est ça. Et c'est juste après Seth Rollins qui est arrivé derrière, qui a fait ce qu'on appelle son curb stomp, sa prise de finition. Il a éclaté la tête de Randy Orton sur le ring alors qu'ils sont censés être alliés. Et on sentait déjà qu'il y avait un petit bout de tension la semaine dernière, et bah ça s'est confirmé lundi. Et donc il va y avoir quelque chose qui va se construire comme ça entre Seth Rollins et Randy Orton. Et partant de là, je pense qu'on peut avoir quelque chose du style Randy Orton qui gagne face à John Cena. Randy Orton devient le challenger numéro 1. Randy Orton fait par conséquent un face turn en entamant cette rivalité avec Seth Rollins.
Randy Orton remporterait peut-être le titre face à Brock Lesnar. Seth Rollins viendrait pour lui shipper juste derrière. Ce qui permettrait à Brock Lesnar de se tirer, du coup. Et on aurait cette rivalité qui tournerait là. Et avec Dean Ambrose et John Cena qui viendraient juste derrière réclamer leur dû et tout ça. Alors, je me projette très très loin. Mais au final, si on y pense bien, ça ressemblerait à des plans plausibles de la part de la WWE. Ce serait une bonne idée. Voilà, il serait temps que Randy Orton n'est plus crédible dans son personnage heel. Voilà, c'est un souci, c'est que Randy Orton, on ne sait pas trop où le foutre. Il est à moitié heel, moitié face, il a toujours été comme ça. Et, c'est ça le souci, c'est que Randy Orton en heel, il est sympa 5 minutes, puis après ça devient vite lassant. Et en face, c'est la même chose. Donc, je pense qu'il est temps, voilà, ça fait un petit bout de temps qu'il est heel, je pense qu'il est temps de faire un face turn à Randy Orton, et face à Seth Rollins, ça peut très bien se procurer comme ça. Je vois pas, par contre, vu que c'est Seth Rollins qui a attaqué Randy Orton, je vois pas Seth Rollins lui faire un face turn. Et Randy Orton rester heel, voilà. Ce sera l'un ou l'autre qui fera un face turn, et je pense que ce sera Randy Orton. Mettons tout ça sur la table, si on y remet un petit peu d'ordre, John Cena, Randy Orton, je parie donc sur une victoire de Randy Orton. Parce que après tout ça, je pense qu'il en a besoin. Et si c'est pas une victoire de Randy Orton, il y aura certainement. Ou alors on peut le voir autrement aussi. Je me programme encore un petit peu loin. Ça peut être Seth Rollins qui débarque pendant le match et qui coûte le match à Randy Orton. Non, c'est débile. Ça a aucun sens. Putain, mais je suis con. je suis con. Ça aurait permis de continuer la rivalité, mais en soi, Seth Rollins n'a aucune raison de débarquer pendant le match. Ça aucune raison. Donc non, je donne victorieux Randy Orton. Je reste là-dessus. Je le maintiens. Je le tape sur le genou. Ça fait mal d'ailleurs. Faut que j'arrête. Pourquoi je fais ça? Voilà. Et donc voilà. En ce qui concerne le main event, Dean Ambrose contre Seth Rollins, je vais pas changer de pari pour les mêmes raisons que ce que j'ai évoqué la dernière fois. Je vais les rappeler. Je pense que Seth Rollins, il serait temps qu'il montre qu'il n'est pas lâche comme son personnage laisse le penser. Nous laisse le penser. Voilà. C'est vrai depuis qu'il a fait un heel turn, on a l'impression que Seth Rollins est incapable de gagner tout seul. Il a toujours besoin de se faire assister par Kane, par Randy Orton, par Triple H, et que c'est un lâche. Et du coup, son gimmick ne nous permet pas de voir toute l'étendue de son talent. Parce que Seth Rollins a quand même énormément de talent. On s'en est pas forcément rendu compte. C'est presque vers la fin du Shield, on se rendait vraiment compte de ce qu'il était capable de faire. Là, c'était excitant. Et aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça. On a 2-3 bouts d'attaque par-ci par-là. Et c'est du gâchis, c'est dommage. Et donc là, je pense qu'un match à Hell in a Cell, où on faut 2 jeunes catcheurs, notamment un habitué des fédérations extrêmes et des matchs en cage, ça va y envoyer ce match-là. Donc c'est le main event et voilà, il a été quand même beaucoup vendu et au final il n'est pas survendu parce que je pense que c'est un match qui va vraiment, vraiment valoir le coup. Et donc je parierai plus sur une victoire de Seth Rollins partant de tout ça. Parce que je pense qu'il serait temps qu'il montre ce qu'il est capable de faire. Mais ça va être un match long, un match lourd. Je vois bien, ça va durer pas loin de la demi-heure et ça va être un match assez dantesque. Donc voilà, j'ai terminé avec les prédictions. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Donc là pour l'instant on a seulement 7 matchs. La carte n'est pas encore complète. Je pense qu'il va y en avoir un 8e qui va être programmé. Ce sera peut-être Dolph Ziggler qui fera un match. Ou Jack Swagger, j'en sais rien. Il y aura aussi un match de pré-show. Donc au final, oui, c'est sûr que la carte n'est pas encore complète. Je donnerai peut-être des compléments de prédiction sur Facebook si les matchs sont rajoutés. Je vais ouvrir 2 petites secondes la page du roster pour voir si... Oups, je me suis planté. Je vais ouvrir 2 petites secondes la page du roster. Voilà. Bray Wyatt. Bray Wyatt, j'en avais déjà parlé. Qui enchaîne. Donc du coup, on a des promos vidéo de lui toutes les semaines. Je ne le vois pas revenir à Hell in a Cell. Je ne vois pas dans quel but.
pourquoi pas le faire débarquer dans un des deux matchs à l'Innocell. Bon, ça aurait pas énormément de sens. Quoique, un Bray Wyatt contre Dean Ambrose, ce serait une super idée. Bref, on va laisser les choses se faire. Pas faire de plan sur la comète. Ah si, tiens, maintenant que j'y pense. Ah, il va peut-être y avoir Cesaro contre Dolph Ziggler. Cesaro a gagné contre Dolph Ziggler déjà à Raw lundi, hier soir, ce qui le met en position numéro 1 de challenger au titre intercontinental. Et peut-être que ce match aura lieu dimanche soir, dans la nuit. On verra bien. Ensuite, qu'on fasse un peu le tour. Kane qui pourrait aussi bien débarquer pendant un des deux matchs pour faire chier Triple H aussi. C'est vrai qu'au final, quand on regarde... Ouais, non, j'ai arrêté là. Au final, la carte, elle donne pas extrêmement envie. Hein. Alors, certes, il y a des rivalités qu'on nous a pas trop mal vendues, et au fur et à mesure des semaines, voilà. Mais il y a quand même, on sent quand même ce gros manque de catcheurs, quoi, je veux dire. Depuis que CM Punk est parti, tout le poids de la WWE est tombé sur les épaules de Daniel Bryan. Il a fait comme il a pu, il s'est plutôt bien démerdé, et puis il a été blessé. Donc après, il a fallu que ça retombe sur les épaules de quelqu'un d'autre. C'est tombé sur Roman Reigns, qui s'est blessé. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve sans vraiment babyface. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de super grosse affiche, et qu'on est obligé un petit peu de combler cet espace vide. On est obligé de le combler avec d'autres matchs, et qui donc du coup forcément sont un peu moins intéressants. Donc voilà, l'absence de certaines superstars se fait énormément ressentir. Et j'ai regardé le roster, c'est vrai que les catcheurs qu'on voit beaucoup en ce moment sont déjà bookés, et que les seuls qui sont pas bookés sont manque d'intérêt, je veux dire ça. À part le main event, à part les deux matchs en cage, je veux dire, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et j'ai un petit peu peur. Faudra voir comment la WWE va gérer l'ordre de ces matchs, parce que ça va être important pour que les gens restent aussi. On verra bien comment ça va se produire. Je pense que Dolph Ziggler contre Cesaro en kick-off, ça pourrait être une bonne idée. Ça se trouve, au moment où je parle, c'est déjà programmé. On verra bien. Donc voilà, j'attends de voir ce qui va se passer, j'attends de voir les nouvelles programmations. J'ai un peu peur pour le show, parce que voilà, c'est pas une affiche qui donne envie. Je vais regarder le show quand même, voilà, je vais regarder le show et je vais pas me planter. C'est pas la semaine prochaine, c'est bien ce week-end, et puis voilà. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour. C'était Sam the Bonnet Man en direct d'ici. Et puis donc je crois que j'ai fait tout le tour. Je suis en train d'écrire ces fameuses vidéos où je passe en revue tout le roster WWE. Ça va prendre beaucoup de temps. Je vais peut-être enregistrer la première bientôt, parce que voilà, sur la cinquantaine de catcheurs, j'ai déjà dû écrire à peu près une dizaine de catcheurs. Sachant que je vais la sous-titrer en anglais, il faut que je la traduise aussi. Ça va être un sacré paquet de boulot. J'ai tout le matériel aussi pour enregistrer mes reprises. Il va y avoir pas mal de reprises à la guitare, à la basse, peut-être à la batterie, à la voix aussi, on verra bien. J'ai envie de développer mon activité youtubesque, et on verra bien comment ça va se passer. Bref, en tout cas, en ce qui concerne le catch, c'est terminé pour moi. C'était C'était Sam the Bonnet Man en direct de la maison de ma copine pour les prédictions de WWE Hell in a Cell, et je vous souhaite une très bonne soirée, un bon show, une bonne bourre, et puis à tout bientôt.